discussion un peu animée. J'ai eu l'occasion d'y participer et j'ai été saisie. Il y a quand même 1 enfant sur 8 qui est harcelé à l'école. Je trouve que c'est un fléau. Et si le silence que l'on fuit toute une vie devenait un matin la preuve que l'amour n'est plus là? C'est précisément ce que Faustine Bollaert a ressenti ce jour-là au lever du soleil, lorsqu'elle a ouvert les yeux dans un appartement trop calme, trop vaste, trop vide, un de ces silences qui n'apaisent pas, mais qui déchirent, un de ces silences qui vous disent la vérité, sans la moindre pitié. Elle resta quelques secondes immobile, incapable même de se lever. La veille encore, elle s'était convaincue que cette séparation n'était qu'une étape, une parenthèse triste mais nécessaire pour retrouver un équilibre. Mais au petit matin, tout lui apparut avec une clarté brutale. Elle n'était plus mariée, elle n'était plus deux, elle était seule. La lumière pâle de Paris glissait à travers les rideaux, dessinant sur les murs les contours d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Même l'air semblait différent, plus lourd, plus froid. Un détail la frappait, l'absence de ce souffle familier derrière elle, celui qui pendant des années avait rythmé ses nuits. Ce vide-là fut plus violent que n'importe quelle dispute. Pendant des mois, le pays tout entier avait spéculé sur la situation du couple Bollaert-Chatham. Les regards furtifs, les apparitions publiques de plus en plus rares, l'absence d'alliance, tout y passait. Des milliers de personnes analysaient les gestes, les sourires, les silences, comme si chaque signe pouvait expliquer la fissure. Elle, pourtant, s'était murée dans une discrétion presque héroïque. Elle savait que la douleur, lorsqu'elle est exposée, devient un spectacle. Et Faustine refusait que son chagrin serve d'affiche à la curiosité du public. Mais lorsque la nouvelle fut confirmée par un proche, l'onde de choc fut immense. Le public ne voulait pas y croire. Pour beaucoup, il représentait l'union idéale. Elle, solaire, intuitive, profondément humaine. Lui, mystérieux, brillant, presque romanesque. Une alchimie rare, un équilibre fragile, une histoire qui semblait écrite pour durer. Mais la réalité n'obéit jamais aux contes de fées. Derrière les photos souriantes, les années avaient creusé des distances invisibles, les tournages, les déplacements, les livres, les journées trop longues, les soirées trop courtes, 2 vies parallèles, de moins en moins compatibles, jusqu'à ce que le murmure silencieux de l'éloignement devienne un fracas impossible à ignorer. Faustine n'a jamais dramatisé, elle n'a accusé personne, elle a simplement compris. Il y a des amours qui s'essoufflent sans s'éteindre, confiera-t-elle plus tard à une amie. Cependant ce matin-là, alors que le café refroidissait sur la table et que Paris s'éveillait sans elle, une vérité lui déchira le cœur. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin d'une identité, d'un projet de vie partagé, d'un refuge émotionnel dans lequel elle avait grandi. Elle n'avait jamais imaginé devoir recommencer à zéro à cet âge-là, après tant d'années à croire en la stabilité, à défendre la famille, le foyer, les valeurs simples et profondes. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, un autre sentiment surgit, fragile mais bien réel, une forme de liberté inquiète, comme si, sous la douleur, une porte s'était ouverte vers l'inconnu, vers un futur encore flou, peut-être difficile, mais possible. Ce mélange étrange, douleur et promesse, la bouleversa plus que la rupture elle-même. Elle inspira profondément, essuya une larme inattendue et se dit qu'elle devait tenir. Pour ses enfants, pour son équilibre, pour cette femme qu'elle avait été, et pour celle qu'elle allait devenir. Elle n'en avait pas encore conscience, mais ce matin marquait le début d'un long chemin, celui d'une reconstruction qui allait la transformer bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Il y a des vies qui semblent lumineuses de l'extérieur, parfaitement équilibrées, presque enviables. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque les micros sont rangés et que les applaudissements se dissipent, il reste parfois une vérité bien plus sombre. Pour Faustine, cette vérité avait désormais un visage, celui d'une solitude qu'elle n'avait jamais anticipée. Chaque après-midi, elle entrait sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui avec cette chaleur qui la caractérise ». Elle saluait l'équipe, échangeait des regards bienveillants, ajustait son micro comme si de rien n'était, et devant la caméra, son sourire était intact, sa voix ferme, son écoute profonde. On aurait dit que rien n'avait changé, mais derrière ce professionnalisme irréprochable, un gouffre se formait, jour après jour. Les témoignages qu'elle recevait semblaient faire écho à sa propre histoire. Une femme racontait son divorce, un autre confiait sa solitude, un père évoquait la séparation avec un tremblement dans la voix.
Faustine les écoutait, mais quelque chose en elle se fissurait. Je vivais les douleurs des autres alors que je n'arrivais pas à nommer la mienne, dira-t-elle plus tard. Après chaque tournage, le rituel était le même. Elle rentrait chez elle, retirait son manteau, posait son sac près de l'entrée, et le silence retombait. Un silence si lourd qu'elle en avait parfois le souffle coupé. Aucun rire d'enfant, aucun pas dans le couloir, aucun mot tendre. Juste le bruit lointain de Paris et le battement de son propre cœur. La nuit était le moment le plus cruel. C'est lorsqu'elle se glissait dans un lit trop vaste qu'elle mesurait l'étendue du vide. Elle se surprenait parfois à tendre la main vers l'autre côté du matelas, comme pour vérifier qu'il n'y avait vraiment plus personne. La chambre semblait immense. Les murs, autrefois témoins d'une complicité douce, devenaient les gardiens muets de son chagrin. Mais le plus difficile, ce fut le masque. Le masque qu'elle devait remettre chaque jour, sans faille, sans exception. Elle savait que le public comptait sur elle. L'équipe comptait sur elle. La télévision ne laisse pas de place aux failles visibles, encore moins à la détresse. Alors Faustine a appris à respirer profondément avant chaque prise, à camoufler la fatigue, à faire comme si son cœur n'était pas en morceaux. Et puis il y avait les rumeurs. Les journalistes attendaient, tapis dans l'ombre, cherchant le moindre indice. Un regard fuyant, un bijou absent, une phrase ambiguë. Tout devenait matière à interprétation. Certains articles allaient jusqu'à inventer des disputes imaginaires, des jalousies inventées, des scènes dramatisées. Elle sentait son intimité lui échapper, sa douleur se transformer en nourriture médiatique. Pourtant, elle ne cédait pas. Pas une interview, pas une confession, pas un mot de trop. Sa priorité était claire, protéger ses enfants. Ils n'ont pas à payer le prix de ma peine, répétait-elle souvent. Mais à force de se taire, elle étouffait. À force de tenir, elle se brisait. Le contraste entre la femme lumineuse à la télévision et la femme épuisée à la maison devenait insupportable. Elle vivait deux existences parallèles, comme si elle jouait la comédie dans l'une et survivait dans l'autre. Un soir, en se regardant dans le miroir, elle eut un choc. Elle ne se reconnaissait plus. Dans ses yeux, elle ne voyait ni colère, ni haine, mais une fatigue immense, une lassitude profonde, un appel à l'aide silencieux. Ce fut là peut-être le premier vrai tournant. Le moment où elle comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Qu'il fallait qu'elle se reconstruise, pour elle-même, pour ses enfants, pour la femme qu'elle avait tant de mal à redevenir. Elle ne savait pas encore comment s'y prendre. Mais au fond, une intuition naissait. La guérison commence toujours dans l'ombre, dans le calme, dans cette zone fragile où l'on ose enfin se regarder sans détour. Il existe des moments dans la vie où l'on sent que tout doit être reconstruit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Des moments où l'on prend conscience que la seule force capable de nous relever est celle que nous avons oubliée, la nôtre. Pour Faustine, cette prise de conscience fut lente, presque timide, comme une flamme fragile qu'il fallait protéger du vent. Les premiers jours furent terribles. Elle se réveillait avec ce poids sur la poitrine, une lourdeur qui ressemblait à une pierre posée sur son cœur, l'envie de fuir, de tout arrêter, de se cacher, et pourtant chaque matin, elle se levait, chaque matin, elle se disait « Je dois avancer, pas pour hier, mais pour demain ». C'est alors qu'un soir, au milieu d'un appartement trop silencieux, elle ouvrit un vieux carnet, un objet oublié, couvert de poussière, dans lequel elle n'avait pas écrit depuis des années. Elle prit un stylo et nota une seule phrase, presque maladroite. « Aujourd'hui j'ai eu mal, mais j'ai survécu ». Ce fut le début de son rituel. Chaque matin, une phrase. Chaque soir, une vérité. Parfois un mot, parfois une page entière. Parfois de la colère, parfois de la gratitude. Mais toujours l'honnêteté. Au fil des jours, ce carnet devint un miroir. Elle y relisait ses peurs, ses contradictions, ses élans de courage. Elle découvrit que l'on peut être brisé et pourtant debout, blessée et pourtant lumineuse. Elle comprit que la reconstruction n'était pas un état, mais un processus. Puis, elle se remit à marcher. Au début, sans but. Juste des pas, un devant l'autre, dans les rues du Luxembourg, près des arbres qu'elle avait si souvent traversés sans les regarder vraiment. Un jour, en s'asseyant sur un banc encore humide de la rosée du matin, elle fut saisie par un détail anodin. La lumière sur les feuilles, la douceur du vent, le parfum discret du café en terrasse. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose ressembler à la paix. Elle se mit aussi à méditer, maladroitement, respiration après respiration.
Elle apprit à laisser passer les pensées sans s'y accrocher. Elle apprit à accepter le vide. Et dans ce vide, elle découvrit une vérité essentielle. Elle avait le droit d'exister seule. Pas comme une moitié amputée, mais comme une personne entière. Cette idée, simple en apparence, fut une révélation. Peu à peu, son entourage la vit changer. Sa sœur remarqua la douceur revenue dans sa voix. Une amie lui dit « Tu ne souris pas comme avant, tu souris mieux ». Sur le plateau, sans que personne ne sache pourquoi, elle semblait plus présente, plus ancrée, plus vraie. Comme si la fragilité qu'elle tentait tant de cacher devenait enfin une force. Pourtant, malgré ses progrès, la peur restait là. La peur de l'avenir, la peur de recommencer, la peur surtout d'aimer à nouveau. Elle se disait qu'elle n'était pas prête, qu'elle ne le serait peut-être plus jamais. Et pourtant la vie, malicieuse et imprévisible, avait déjà commencé à tisser pour elle un nouveau chapitre. Un chapitre auquel elle ne s'attendait pas. Un chapitre qui n'avait rien du conte de fées, mais tout de la réalité humaine. Car c'est justement au moment où elle pensait ne plus rien attendre que le destin a fait irruption, doucement, sans bruit, sous les traits d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui allait bouleverser son existence. Cet homme s'appelait Adrien, et leur rencontre allait marquer un tournant que même Faustine n'aurait jamais pu imaginer. Le destin a parfois l'élégance de se présenter au moment où l'on s'y attend le moins. Pour Faustine, ce moment prit la forme d'un matin gris, presque banal, devant les portes de la maison de la radio. Elle y venait pour enregistrer une émission spéciale consacrée à la reconstruction après une rupture. Ironie mordante pour une femme qui tentait elle-même de recoller les morceaux de son cœur. Dans le hall, un homme attendait, un dossier sous le bras. Grand, les cheveux poivre et sel, un regard doux, presque timide, il la salua d'un simple sourire. Elle répondit poliment, sans y prêter attention. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensa. Ce n'est qu'en fin d'émission, lorsqu'il s'approcha pour lui dire « Merci Faustine, vos mots m'ont fait du bien », qu'elle ressentit une étrange chaleur. Une voix calme, sincère, sans le moindre artifice. Un homme qui ne cherchait rien, qui ne jouait aucun rôle. Cette rareté-là, dans son monde médiatique, la troubla plus qu'elle ne l'avoua. Elle rentra chez elle ce soir-là en pensant à lui. Pas longtemps, pas intensément, juste une pensée fugitive, mais douce, et cela suffisait déjà à créer une faille dans l'armure qu'elle portait depuis des mois. Les jours passèrent. Puis le hasard, ou peut-être la vie, insista. Lors d'une soirée chez une amie commune, elle le recroisa. Il était là, près du buffet, un verre à la main, un sourire modeste. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il inclina simplement la tête et dit « Décidément, nous sommes condamnés à nous revoir. » Elle éclata de rire. Un rire vrai, léger, qu'elle n'avait plus entendu sortir de sa propre bouche depuis longtemps. « Il y a pire condamnation, » répondit-elle. Ce fut le début d'une conversation insaisissable, sans effort. Ils parlèrent de littérature, de voyage, de la Bretagne qu'ils aimaient tous deux, du silence qu'ils respectaient chacun à leur manière. Elle apprit qu'il s'appelait Adrien, qu'il travaillait dans l'édition, qu'il fuyait les plateaux télé et préférait la mer au tumulte des projecteurs. Une âme calme, solide, presque ancrée dans une autre époque. À son contact, Faustine se surprenait à respirer plus lentement, plus profondément. Et pourtant, aimer à nouveau n'avait rien d'évident. Elle portait encore les cicatrices de sa rupture. Elle craignait la répétition, la souffrance, l'inévitable jugement du public. « Je sors d'une tempête », finit-elle par lui avouer un soir. Il répondit simplement « Je n'ai pas l'intention d'être un abri, juste une présence ». Ces mots la bouleversèrent. Il ne promettait rien, il n'attendait rien, il se contentait d'être là, et c'était précisément ce dont elle avait besoin. Mais le destin, encore une fois, allait tester cette fragile alchimie. Un soir, alors qu'il dînait discrètement dans un petit restaurant du Marais, un flash brutal déchira la pièce. Un photographe venait de les reconnaître. Leur bulle d'intimité venait d'exploser. Le lendemain, les photos firent la une des sites People. Faustine Bollaert en charmante compagnie. L'animatrice aurait-elle retrouvé l'amour ? Faustine blêmit. La peur revint sans prévenir. La peur d'être jugée, épiée, déformée. « Je suis désolée », murmura-t-elle à Adrien. « Je t'avais prévenu, ma vie attire parfois des ombres. » Il posa doucement sa main sur la sienne et répondit « On ne peut pas empêcher la lumière d'attirer les regards. L'important, c'est ce qu'on en fait. » Cette phrase d'une simplicité désarmante la bouleversa plus que le scandale médiatique. Là où d'autres auraient de fui, Adrien resta.
Là où d'autres auraient eu peur, il demeura calme. Faustine comprit alors que cet homme n'était pas une parenthèse, mais peut-être un chapitre entier. Pendant plusieurs semaines, ils apprirent à s'apprivoiser, sans précipitation, sans promesse, juste une relation qui se construisait dans les silences, les regards, la confiance naissante. Elle ne l'avoua qu'à elle-même, elle retombait doucement amoureuse, pas d'un coup de foudre brûlant, mais d'une flamme lente, patiente, sincère, celle qui réchauffe sans brûler. Pourtant, la vie allait lui imposer une décision plus grande encore, dire la vérité au public, et accepter que son histoire ne lui appartienne plus tout à fait. Il existe des vérités que l'on garde trop longtemps pour soi, non par honte, mais par peur. Peur de blesser, peur d'être jugé, peur de perdre le peu de paix que l'on a réussi à reconstruire. Faustine vivait avec cette peur depuis des mois. Mais un matin, alors qu'elle relisait une page de son carnet, elle comprit qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Tout avait commencé par une question innocente, posée lors d'un tournage en extérieur. Un journaliste, presque gêné, lui dit « Faustine, vous semblez apaisée ces derniers 3 mois de temps. Est-ce que quelque chose a changé ?» Elle esquiva d'abord, comme toujours. Puis il y eut ce silence, un silence étrange, presque doux, dans lequel elle sentit que son mensonge par omission devenait trop lourd. Elle sourit légèrement. « Oui, peut-être parce que je ne me mens plus. » Le journaliste resta bouche bée. Elle venait, sans vraiment le vouloir, d'acter un basculement. Mais c'est dans son émission, ça commence aujourd'hui, que tout allait se jouer. Ce jour-là, le thème était « Peut-on aimer après une grande rupture ?» Un sujet banal pour la télévision, mais bouleversant pour elle. Les invités parlaient de reconstruction, de seconde chance, de peur et de renaissance, des mots qui résonnaient en elle comme autant de coups de tambour. À la fin de l'émission, alors que les techniciens rangeaient leurs casques et que les invités quittèrent le plateau, Faustine demanda soudain « Laissez-moi la parole encore quelques secondes. » Le régisseur leva les yeux, surpris, la caméra se ralluma, le silence tomba. Elle inspira profondément, ses mains tremblaient légèrement, mais son regard, lui, était d'une clarté bouleversante. « Ah, aujourd'hui, j'ai entendu des histoires qui m'ont touché, parce qu'elles me ressemblent. Oui, on peut aimer après avoir souffert. Oui, on peut croire encore en la tendresse, même après un cœur brisé, et je le sais, parce que je le vis. Personne ne bougea, pas un souffle, pas un mouvement. Un silence religieux, presque sacré, envahit le plateau. Elle venait d'admettre publiquement ce qu'elle s'efforçait de taire depuis des mois. Elle avait retrouvé l'amour, et dans son aveu, il n'y avait ni triomphe, ni provocation, juste une vérité nue, simple, immense. Cette confession fit l'effet d'une onde de choc. Dans les minutes qui suivirent, les réseaux sociaux s'embrasèrent, les messages affluèrent par centaines. « Bravo pour votre courage. Vous nous redonnez de l'espoir. Merci d'avoir mis des mots sur ce que nous vivons. » Mais comme toujours, vraiment certains critiquèrent. Trop tôt. Elle tourne la page trop vite. Et ses enfants, elle y pense. La violence de certains commentaires la blessa. Elle l'avouera plus tard. Mais même pour la première fois depuis longtemps, elle ne vacilla pas. Elle savait ce qu'elle vivait, elle savait ce que cela lui coûtait, elle savait surtout que personne n'avait marché dans ces nuits silencieuses, ni dans ces jours de reconstruction. Adrien, en apprenant son aveu public, ne dit qu'une phrase. « C'est ton histoire, ce courage-là, il t'appartient. » Elle chancela presque en entendant ces mots. Dans un monde où tout le monde juge, il avait choisi de comprendre. Les jours suivants furent étrangement doux. Elle se sentait plus légère, comme si la vérité lui avait rendu l'air qu'elle retenait depuis trop longtemps. Elle ne se cachait plus. Elle ne sursautait plus devant chaque notification de presse. Elle acceptait de vivre pleinement ce qu'elle ressentait, sans honte, sans justification. Sur le plateau, un technicien la regarda un matin et dit simplement « Vous rayonnez autrement ». Elle sourit, un peu gênée, mais il avait raison. Quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus une femme qui survivait. Elle était une femme qui renaissait. Et cette renaissance, elle la devait autant à sa force intérieure qu'au regard discret, patient et indéfectible d'un homme qui avait su l'aimer sans bruit. Après des mois de doute, de lutte silencieuse et de reconstruction fragmentée, Faustine entra enfin dans une période qu'elle n'osait même plus imaginer, celle de la douceur retrouvée. Les matins changèrent. Là où autrefois l'angoisse dominait, une forme de paix s'installa. Elle préparait son café en ouvrant grand les fenêtres.
laissant l'air frais de Paris caresser son visage comme un signe de renouveau. Parfois, Adrien la rejoignait, encore ensommeillé, un sourire discret accroché aux lèvres. Ces instants simples, un regard, une tasse partagée, un éclat de rire étaient devenus son refuge. Elle comprenait enfin que le bonheur n'avait rien de spectaculaire. Il se nichait dans les gestes les plus ordinaires, ceux que l'on prend souvent pour acquis. Les week-ends, ils s'échappèrent en Bretagne. Sur les plages balayées par le vent, elle marchait à ses côtés, les mains dans les poches, respirant l'odeur de l'iode et du large. C'est là, face à l'horizon, qu'elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Elle n'attendait plus de validation extérieure. Elle ne tentait plus d'être forte à tout prix. Elle était juste elle, fragile parfois, mais enfin authentique. Adrien ne cherchait jamais à occuper la lumière. Il restait dans l'ombre, comme une présence douce, un soutien discret. C'est cette pudeur, cette manière de ne jamais prendre plus de place que nécessaire, qui la toucha profondément. Avec lui, elle n'était ni animatrice, ni figure publique, ni femme scrutée. Elle était simplement Faustine, une femme qui apprenait à aimer à nouveau sans peur. Un soir, alors qu'il regardait le soleil disparaître derrière la mer, Adrien lui demanda doucement « Tu penses encore à tout ce que tu as traversé ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit « Oui, mais aujourd'hui, ça ne me fait plus mal. Ça me rend reconnaissante. » Cette phrase résumait tout. Elle avait cessé de se battre contre son passé. Et c'est précisément ce qui lui permit d'avancer. Faustine comprit alors quelque chose d'essentiel. On ne guérit jamais complètement d'un chagrin, mais on apprend à marcher avec lui. Et un jour, ce chagrin cesse d'être une blessure, pour devenir une lumière. La renaissance de Faustine pose une question universelle, une question que chacun de nous devra affronter un jour. Et vous, croyez-vous encore qu'il est possible d'aimer après la tempête, de se reconstruire, de rouvrir son cœur, même lorsqu'on pense que tout est fini ? Si cette histoire vous a touché, si elle résonne avec votre propre parcours, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de courage, de vérité et d'espoir. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue, et peut-être que la vôtre sera la prochaine.